Escale culturelle, c'est tous les jeudis, vendredis et samedis de 9 h à 10 h, présenté par Nadia Siassi. Escale culturelle, une émission réalisée par Abdelghani Boudeliès. Bonjour à tous, il est 9h15, merci de choisir Alger Chaîne 3. Donc depuis une semaine, l'escale ou escale culturelle s'installe dans la grille de l'été chaque jeudi, vendredi et samedi sur Alger Chaîne 3 entre 9h et 10h. Bonne fête à toutes et à tous, à tous les Algériens. Nous commémorons aujourd'hui le 63e anniversaire de l'indépendance et de la jeunesse. Et justement hier à l'Opéra Boualem Bessayer, il y a eu le lancement de la 8e édition de Al-Han wa Shabab en présence du ministre de la Communication et du directeur de la télévision algérienne. Selim Brahimi revient sur cette soirée. Sinon, on a du plaisir et j'ai le plaisir d'accueillir ce matin Madame Karima Eid Ahmed, docteur en sciences du langage de l'Université de Montpellier. Et aujourd'hui, elle est spécialisée ou spécialiste de l'analyse du discours à travers son ouvrage Les crimes de guerre de la France en Algérie durant la période 1830-1847, paru chez les éditions ANEP. Ça va être vraiment enrichissant, une valeur ajoutée à notre bibliothèque, à nos connaissances, à notre savoir avec vous, Karima Eid Ahmed. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h avec Abdelghani Boudeliès à la réalisation. Min Adjilika Ya Watani, une superbe chanson interprétée par Yasmine Belkacem, la nouvelle génération. Voilà donc une belle reprise et ça nous permet, en tout cas ça permet aux nouvelles générations de connaître ces différents chants patriotiques. Quel plaisir que de vous recevoir, Karima Eid Ahmed. Je le dis très sincèrement parce que ça fait des mois que je voulais vous recevoir. C'est les aléas de la vie. Hein. Vous êtes docteur en sciences du langage de l'Université Montpellier, spécialité analyse du discours. Votre ouvrage paru chez les éditions ANEP, Les crimes de guerre de la France en Algérie 1830-1847. Alors cette période charnière, comment est importante aujourd'hui, on va dire, comment le choix de cette période est importante pour démontrer, de quelle manière qu'elle est déterminante pour mieux connaître l'histoire de l'Algérie. Merci Nadia. Tout d'abord, je tiens à remercier chaleureusement la chaîne 3 pour cette aimable invitation en ce moment si symbolique pour notre pays. Célébrer l'indépendance de l'Algérie, c'est rendre hommage à l'histoire, à la lutte et aux chouhada, à ces hommes, à ces femmes qui ont sacrifié leur vie pour que notre nation retrouve sa liberté et sa souveraineté. Effectivement, c'est une période charnière, comme dit l'autre, tout commence par le commencement. Hein? Oui. Et dans ce livre intitulé les crimes de guerre par la France en Algérie, je voulais m'adresser à un public beaucoup plus large, constitué de jeunes générations d'Algériens vivant en Algérie et en France, des enfants d'immigration, deuxième, troisième génération, ces générations plurielles qui connaissent la guerre d'Algérie, mais qui ne connaissent pas vraiment la première phase de la conquête de l'Algérie qui fut longue et terrible. Les Algériens, comme je crois l'avoir déjà dit, connaissent la guerre d'Algérie à travers les films, à travers les manuels scolaires, hein, mais ils ne connaissent pas vraiment la première phase de la conquête, et c'est la première phase qui justifie les autres phases de la conquête et de la colonisation jusqu'à l'indépendance de l'Algérie. Et cette première phase n'a pas vraiment été, on va dire,
profondément étudiée, parce qu'elle a été évoquée dans les écrits des historiens, hein, mais on ne lui a pas consacré, par exemple, des films, on ne lui a pas consacré, je ne sais pas moi, que ce soit des films, des feuilletons. Hein. On parle de la résistance de l'émir Abdelkader, mais on connaît peu de choses sur la prise d'Alger, sur le trésor de la Casbah qui se trouvait à Alger au moment de l'expédition. Hein. Sur le discours des militaires français, enfin le colonisateur, hein, sur le discours sur... adressé aux Algériens à l'époque pour leur dire non, c'était juste pour punir le deuil. Hein, vous voyez, donc finalement il y a des éléments à prendre en considération à l'heure actuelle et encore une fois il est temps pour nous Algériens d'écrire cette histoire, d'écrire cette première phase parce que quand on est académicien on travaille sur de la documentation solide, on n'a pas le droit de dire je ne sais pas moi, de donner son avis. Il ne s'agit pas de donner son avis, il s'agit de faire parler les écrits et effectivement... De faire une analyse. Et de faire Mais une j'ai analyse. envie de vous poser la question, Nadia. Madame Kelima Dahman. Comment vous pouvez certifier, confirmer que cette période allant de 1830 à 1947 n'a pas été beaucoup étudiée? Elle n'a pas été beaucoup étudiée, ou du moins profondément étudiée, c'est-à-dire peut-être côté français, les historiens ont essayé de parler de cette période, mais côté algérien, on s'est focalisé sur la naissance de l'État algérien moderne, vous voyez, et dès l'indépendance, on a commencé à travailler, cette période de la révolution du 1er novembre. Donc on lui a consacré beaucoup d'ouvrages, beaucoup de films, mais il fallait commencer par le commencement, par la conquête de l'Algérie, parce qu'elle était tellement terrible, tellement longue. Vous savez, Nadia, en espace de 15 ans, l'Algérie a perdu entre 40 et 50% de sa population. Hein, c'est-à-dire entre les historiens, que ce soit les historiens français ou algériens, disent qu'elle a perdu entre 50 000 et 1 million de morts. C'est énorme. C'est énorme. Hein. Alors, à l'époque, hein, selon les sources, on disait qu'il y avait 3 millions, mais moi je pense qu'il y avait plus. Bon, mais on n'a pas d'outils statistiques qui permettent hein, d'avancer certaines vérités. Parce que concernant, on parle du bilan, le bilan est lourd, hein, mais à l'époque il n'y avait pas d'outils pour dire combien de morts et combien de morts, combien de blessés et le nombre de la population de l'époque. Les Français disaient 3 millions, mais pour les Algériens, il y avait plus de 3 millions. Et quels sont vos référents historiques? Parce que d'abord, pour écrire sur cette période allant de 1830 à 1947, il faut avoir beaucoup de documents historiques, avoir lu sur cette période, donc des référents historiques de par la documentation, de par l'archivage et de par les écrits des uns et des autres, des intellectuels, des chercheurs, des historiens. Comme vous pouvez le constater, Nadia, vers la fin de mon livre, j'ai donné toutes les références. La bibliographie. Il y a une bibliographie, donc j'ai donné toutes les références. Donc on ne peut pas écrire l'histoire sans document. J'ai consulté les documents au niveau de la Bibliothèque nationale d'El Hama, le fonds maghrébin, les archives du Centre diocésain d'Alger, mais aussi, comme j'étais doctorante à Montpellier, donc j'ai eu cette chance de consulter les archives qui se trouvent en France, les archives de Marseille et de Montpellier. Donc j'ai pu accéder à des documents et Dieu merci, je le dis, les militaires français, les généraux
de la première phase de la colonisation ont publié leurs mémoires. Hein, parce que pour eux, le fait de parler de leurs crimes, de leurs exploits, hein, ils pouvaient facilement accéder à un grade supérieur, donc capitaine, je ne sais pas, le colonel, le général, etc. C'est-à-dire pour eux, c'était une manière de montrer leurs exploits face à un ennemi redoutable et insaisissable qu'est l'émir Abdelkader à l'époque. Oui. Alors, Karima Eddahman, dans cet ouvrage, vous faites l'analyse, vous êtes spécialisée dans l'analyse du discours. Vous êtes aujourd'hui professeur des universités à Alger 2 et à Blida 2. Alors, comment se fait cette analyse du discours? C'est une analyse de fait. Mais comment se fait l'analyse du discours? Vous savez, moi j'ai appris quelque chose, pas d'analyse sans connaissance de cause. Hein? Donc effectivement, nous, on a appris en tant que, c'est-à-dire qu'il faut faire un travail scientifique, hein, on est des académiciens, hein, le travail se fait avec une remarquable fidélité des faits et il faut avoir des connaissances et prendre ses distances. Hein, et prendre ses distances, il faut toujours faire parler les acteurs de la conquête. Hein. On prend en considération le contexte, hein, parce qu'il faut toujours contextualiser, hein, pour pouvoir donner une lecture crédible. Parce qu'on dit bien que la lecture est plurielle, mais il ne s'agit pas de donner sa lecture, mais la lecture des faits, la lecture des témoignages, la lecture des écrits, hein, en toute objectivité, avec des critères scientifiques, hein, loin de toute intention idéologique. Et là, je vous ai dit, il y avait des aveux. Hein. Donc finalement, ça va, quand on lit les écrits de militaires, ils parlent des massacres, des possessions des terres, enfumades. Donc finalement, ça remet complètement en cause, en question, l'argument premier de la conquête. Premier qui est la mission civilisatrice de la France en Algérie. Hein, ou bien dire que l'Algérie était une terre inhabitée, hein, une terre vacante, hein, ce qui est complètement faux. Il y avait une Algérie qui avait ses institutions, hein, donc il y avait des villas, il y avait des bibliothèques, donc finalement... il y avait une vie tout simplement. Effectivement, il y avait une vie. Hein? Donc finalement, quand on lit les témoignages des premiers conquérants de l'Algérie, qui sont les militaires, les acteurs de la conquête, ils sont contradictoires avec les faits. Ils sont en contradiction avec ce qu'on entend aujourd'hui dans certains médias. Hein? Donc, s'ils ne connaissent pas l'histoire de la conquête et de la colonisation française, ça c'est leur problème. Mais il faut lire les témoignages des acteurs de la conquête qui prouvent le contraire. Et puis il y a eu un élément très très important tout récemment, il y a quelques années, la France a restitué les 24 crânes de résistants algériens du 19e siècle du Musée de l'Homme à Paris. Effectivement. Donc ça prouve aussi votre analyse du discours des uns et des autres. Donc effectivement, il y a eu la restitution de 24 crânes de résistants algériens du 19e siècle. Hein. Donc ça prouve encore une fois que les militaires français pensaient que la reddition de l'émir Abdelkader
c'était vraiment la fin. Non, il y avait une résistance après l'émir Abdelkader. Et effectivement, récemment, en juillet 2020, ils ont restitué 24 crânes de résistants algériens. Donc il y a aussi quelques gestes, entre autres l'hommage qui a été rendu à Paris le 17 octobre 1961, hein, bon, c'est aussi un crime contre les Algériens de France. Hein. Ils ont reconnu la responsabilité des militaires français dans l'assassinat de l'Abbé Ben Mehdi, bon, etc., etc. Donc finalement, il y a comme ça des gestes, c'est-à-dire de reconnaissance, mais il y a tout un travail de mémoire qui doit être fait, et il faut savoir reconnaître, il faut savoir reconnaître le passé, hein, pour vivre le présent. Khalema Eid Ahmed, auteur de l'ouvrage Les crimes de guerre de la France en Algérie, allant de la période 1830 à 1847, une période charnière qui permet à Khalema Eid Ahmed et à beaucoup de chercheurs de vraiment notifier cette période et combien cette période est importante pour la suite, hein, pour la suite de la colonisation jusqu'à l'indépendance. Et nous avons des référents vraiment, des personnalités, des intellectuels tels que Mostafa Al-Sharaf. Je me souviens de son ouvrage Algérie, Nation, Société, qui a beaucoup étudié l'histoire de l'Algérie. Oui. Effectivement. Donc, vous citez une référence incontournable en Algérie, Mostafa Al-Sharaf, effectivement. Donc, il parlait de l'Algérie, nation et société. Et effectivement, en 1830, les Français se retrouvent face à une nation bien organisée. Hein, bien organisée. Les Algériens ont défendu leur patrie. Et là, on voit qu'il y a deux sortes d'imaginaire. L'imaginaire français s'est formé progressivement pour conquérir l'Algérie et agrandir la France. Mais l'imaginaire algérien, le nationalisme algérien, c'est combattre le Roumi, symbole de la colonisation antérieure, les Romains, hein, et justement Abdelkader était un grand chef qui combattait à l'ouest. Ahmed Bey il combattait au niveau de l'est jusqu'à la chute de Constantine en 1837, et le but de cette résistance était de préserver la culture et la civilisation du pays, que ce soit langue, religion, poésie, philosophie, médecine, pratiques culturelles, bien, contre l'autre envahisseur. Il ne faut jamais perdre de vue cette vérité. Il y a la notion de l'autre, effectivement, de l'altérité. Oui. Voilà, qui revient souvent dans les écrits. Qui revient souvent dans les écrits, parce que on était considéré dans notre propre pays comme étant l'autre. Hein? Donc c'est un nationalisme qui a été fondé sur la conquête pour prendre possession et piller un vaste territoire qu'est l'Algérie. Et ça explique, c'est-à-dire à l'heure actuelle, la perte de l'Algérie française est encore ressentie comme une blessure. Hein? Donc vous voyez, donc d'où l'importance de revenir au début de la conquête, parler de ce qu'était l'Algérie avant 1830, et oui, je le fais dans le chapitre 1. Hein. Donc, effectivement, là j'ai peut-être un témoignage d'un officier de l'armée coloniale. Il a déclaré en 1830 « Cette terre qu'on avait présentée comme sauvage et inhabitée est couverte de jolies maisons de campagne entourées de jardins. Les fruits sont en abondance. » Le maréchal Bugeaud. J'ai reconnu que l'Algérie produit beaucoup de grains. Une immense quantité de bétail et l'immensité de terrain attestent l'existence d'une population beaucoup plus nombreuse qu'on ne le pensait. Et le commandant
Claude-Antoine Rosé, dans Voyage dans la Régence d'Alger en 1833, disait ceci: presque tous les hommes savent lire et compter, en parlant des Algériens. En France, on compte à l'époque 40% d'analphabètes. Ainsi, les soldats qui débarquent sont en général moins instruits que les sauvages qui viennent civiliser. Voilà. Une véritable analyse que vous faites, hein, si vous en faites ce parallélisme entre les faits et ce qui a été écrit sur l'histoire de l'Algérie. Donc nous avons la preuve à l'appui, voilà, donc de tous ces propos. Et dans le chapitre 2, Oui. l'ethnographie au service de la stratégie militaire, l'ethnographie, donc l'étude des ethnies, hein, de ce qui constitue ce pays, l'Algérie. Il est normal quand on vient entre guillemets, enfin coloniser. On parle en termes de civilisation, pas de colonisation à l'époque. Oui. Mais quand on vient coloniser un pays, donc il faut absolument connaître l'ethnographie de ce pays. Effectivement. C'est une véritable stratégie militaire que vous mettez en avant dans cet ouvrage. Je rappelle le titre: Les crimes de guerre de la France en Algérie allant de 1830 à 1847 de Kalima Dahman. Oui. Alors, avant de s'aventurer et coloniser l'autre, il faut avoir des renseignements sur l'autre. Hein? Donc, l'ethnographie était au service des militaires pour connaître l'autre, pour connaître l'ennemi, pour pouvoir le cerner et le battre. Hein? Ok. Donc finalement, quand on parle de l'ethnographie, il s'agissait à l'époque de connaître tout sur le colonisé, religion, race, classe, habits. Vous savez que les militaires étaient attirés par la polygamie en Algérie, c'est-à-dire ils comparaient les cultures, la culture occidentale et la culture algérienne. Donc ils voyaient ce qui est positif, mais ils apprenaient. D'ailleurs, les seuls qui ont appris la langue arabe et la langue berbère, le Tamazight en Algérie, ce sont les militaires français. Ce ne sont pas on va dire les colons. Ce sont les militaires. Et à l'époque, il y avait les bureaux arabes. Hein? Donc, il maîtrisait le kabyle, il maîtrisait l'arabe, et il se disait même musulman, hein, dans certains cas, hein, pour avoir des renseignements sur l'autre, sur l'ennemi. Et là, on connaît aussi le fameux diviser pour mieux régner. Donc, il s'agissait aussi de dire, ah oui, l'autre race est plus favorable à la conquête que l'arabe, qui est un ennemi. Il disait que les Arabes n'avaient que deux idées en tête, la religion et la femme. Donc vous voyez, donc à chaque fois, donc il mettait en évidence quelques spécificités culturelles pour combattre l'autre. Donc le combattre du point de vue religion, du point de vue culture, hein, mais la religion dont on parle là de la religion musulmane, ça servait à unifier toutes les tribus, et c'était un véritable obstacle pour le colonisateur de l'époque. Les crimes de guerre de la France en Algérie de 1830 à 1847, une étude, j'ai envie de dire, comparative, hein, des faits et du discours, Madame Kalima Dahman. Et quand on parle du discours, on parle du discours historique. Nous connaissons le discours de nos historiens, et la meilleure référence aujourd'hui, Allah yarhamou, Mahfoud Qaddash, et on a beaucoup d'autres historiens, Dieu merci. Alors, que disent justement, puisqu'on parle de l'analyse du discours, les historiens français sur la colonisation, Au fait, oui. Vous savez, quand on fait un travail historique, il faut être objectif et utiliser les références algériennes et les références françaises.
hein, et c'est ce que j'ai fait, effectivement. Donc, de plus en plus d'historiens français, comme Charles Robert Agéran, Charles-André Julien et autres, hein, travaillent à faire émerger cette vérité historique. Hein. Donc, ils diffusent certaines vérités historiques et leur travail s'inscrit dans une démarche mémorielle essentielle contribuant à briser le silence afin d'établir la vérité historique. Mais le problème, c'est avec les médias. Bon, ils essayent, je ne sais pas, de mettre au secret cette histoire de la conquête et de la colonisation. Donc, comment expliquer aussi aux Français que les Algériens se sont retrouvés face à une machine militaire infernale soutenue par des armes, des chefs militaires extrêmement violents. Hein. Je pense à Clausel, à Bugeaud, à Saint-Arnaud, c'était des coupeurs de tête. Hein. À Pélissier, Montagnac, vous avez les enfumades de la Dara. Donc finalement, là, juste pour la vérité historique, bon, moi, je suis analyste du discours, mais je ne suis pas historienne. Mais ce que je dois dire, vous savez, on parle beaucoup de la reddition de l'émir Abdelkader, mais l'émir Abdelkader s'est rendu pour sauver les tribus, mais en même temps, il a eu un cours très très fort, c'est la prise de la Smala. Quand il a perdu la Smala, la capitale ambulante de l'émir Abdelkader, il a perdu presque tous ses moyens de résistance. Voilà, donc il faut toujours situer les discours dans leur contexte historique. Et c'est ça ce qu'on fait, nous, analystes du discours. Une réflexion percutante donc sur la mémoire et l'histoire coloniale à travers votre ouvrage Kalima Dahman, les crimes de guerre de la France en Algérie 1830-1947. Le parcours a été énorme, douloureux pour aujourd'hui faire toute l'analyse du discours de cette période et autres. Je pense qu'une heure de temps ne nous suffit jamais et c'est toujours insuffisant que de parler de notre histoire en quelques minutes. Mais en tout cas, on a donné l'essentiel ou les grands axes déjà de cette période allant de 1830 à 1947. Absolument. Et d'autres historiens, d'autres analystes du discours, bien évidemment, nous avons beaucoup qui ont écrit sur l'histoire de l'Algérie, et tant mieux. Alors, Madame Kalima Dahman, quel enseignement a tiré aujourd'hui de l'histoire, de notre histoire ? Nous savons qu'il y a tout ça, qu'il y a eu violence, qu'il y a eu injustice, qu'il y a eu beaucoup de massacres. Ce sont les faits. Mais que tirer ? Quel enseignement tirer de cette histoire ? C'est très important de tirer des leçons de l'histoire pour bâtir une Algérie forte. Hein ? Pour bâtir une Algérie forte en fonction des rêves et des aspirations de nos chouhada. Hein? Et là, il faut vraiment travailler parce que, bon, on parle de la conquête, mais aujourd'hui, nous assistons à des guerres cognitives et technologiques. C'est à nous, aux jeunes générations, les générations actuelles, d'être à la hauteur. Hein? Comme dit l'autre, le Jaza'u Amana. Hein? Donc, il faut vraiment, côté français, il faut regarder son passé comme une marque de maturité collective. Et côté algérien, il faut travailler ces questions mémorielles, écrire l'histoire du pays, regarder vers l'avenir, se tourner vers l'avenir et bâtir une Algérie. Reconnaître les crimes de guerre. Forte. Et bien sûr, il faut que la France doit ouvrir ses archives. Les historiens des deux rives de la Méditerranée ont un rôle essentiel à jouer dans ce processus en croisant les sources et en éclairant les faits. Et ça ne peut être que bénéfique pour les générations actuelles, que ce soit en France ou en Algérie, parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons une diaspora très importante
qui vit en France. Donc, il faut lutter contre l'amnésie sélective et parler du rôle positif de la colonisation. Pour ces gens-là, on leur dit il faut lire les témoignages des premiers acteurs de la conquête, ça explique tout. Merci de votre présence, Kalima Eddahman. Avec plaisir. Docteur en sciences du langage de l'Université de Montpellier, spécialité analyse du discours. Et aujourd'hui, vous êtes professeur des universités Alger 2 et Blida 2. Et vous êtes auteur de cet ouvrage, Les crimes de guerre de la France en Algérie, de 1830 à 1947, une parution des éditions ANEP. À bientôt, j'espère. À bientôt. Encore une fois, merci pour cette invitation de m'exprimer. Vive l'Algérie libre et souveraine. Et nous commémorons aujourd'hui, je le rappelle, le 63e anniversaire de la jeunesse et de l'indépendance. Et justement, cette commémoration a été marquée hier par une soirée hommage à l'émission Al-Han wa Shabab qui célèbre plus de 50 ans d'existence pour sa 8e édition. La soirée a réuni le monde artistique en présence de Mohamed Mezziane, ministre de la Communication, et Mohamed Baghali, directeur général de la télévision algérienne. Retour sur la soirée avec Selim Brahimi. Plus de 50 ans de l'existence de l'émission phare Al-Han wa Shabab qui a permis de faire émerger des artistes algériens dont certains ont pu tutoyer le succès à l'international, à l'image de Cheb Mami qui rend hommage et remercie profondément cette émission. Écoutons-le dans une déclaration inédite Chaîne 3. Cette émission elle évoque pour moi la chance que j'ai eue en 82 parce que c'est là où le public algérien m'a découvert. Voilà, pour moi Al-Han wa Shabab c'est la chance. Cette soirée a été marquée en première partie par le passage sur scène d'artistes de l'ancienne génération, à l'image de Benzina qui a participé à l'émission en tant que candidat mais également en tant que jury. Tout l'honneur est pour moi. Ça fait 50 ans quand même de 82. J'ai passé 2 fois finaliste, le 79 et 82. Et ça fait pas longtemps. J'étais juré. Al-Han wa Shabab. Il faut bien travailler, il faut écouter les grands, il faut être modeste. La deuxième partie de la soirée a été marquée par la prestation de la jeune génération d'artistes révélés par Al-Han wa Shabab, à l'image de Nabila Dali. D'un point de vue artistique, moi, ça m'a appris alors beaucoup de techniques en termes de chant et aussi d'aller à la rencontre de toutes les régions. Al-Han wa Shabab, c'est un voyage tous les jours avec les candidats. Donc, voilà. Al-Han wa Shabab est une référence dans son genre pour faire émerger les artistes algériens. Ceux qui sont passés sur scène ont pu découvrir avec émotion et nostalgie leur passage dans cette émission iconique depuis plus de 40 ans à travers des vidéos archives. De l'Opéra d'Alger, Selim Brahimi, Alger Chaîne 3. Vous avez bien entendu la voix de Mami qui était aussi parmi les présents lors de Al-Han wa Shabab. Vraiment, il a fait Al-Han wa Shabab pour aujourd'hui être présent parmi les jeunes, la jeune génération de Al-Han wa Shabab 8e édition. Alors, quelques petites informations, oui, pour clore l'émission d'aujourd'hui à l'occasion de la commémoration du 63e anniversaire de la fête de la jeunesse et de l'indépendance. C'est le festival de la musique Chaoui qui se déroule jusqu'au 9 juillet au théâtre de verdure de Khanchla. Sinon, la maison de la culture Mouloud Rachid Mimouni de Boumerdes continue son programme avec des chants patriotiques au programme aujourd'hui et le 5e colloque national de Beit Shi'r. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Encore une fois, merci Madame Kalima Eddahman de votre présence. À Avec bientôt. plaisir. Merci à Abdelghani Boudriès qui, par hasard, fête aujourd'hui. Non, pas par hasard, non. Il est né un 5 juillet. C'est son anniversaire. Bon anniversaire. On ne risque pas d'oublier son anniversaire, Abdelghani Boudriès. Voilà. Bon anniversaire à Abdelghani Boudriès et tous ceux et toutes celles qui sont nés un 5 juillet. Voilà. Merci à toutes et à tous de nous avoir prêté attention. Bonne fête de l'indépendance et de la jeunesse. Dans quelques instants, les informations. Et Badia Haddad, bien évidemment, qui reçoit d'autres historiens. L'histoire continue sur Alger Chaîne 3. Merci de votre fidélité et à jeudi prochain.